Et pour moi, c'est possible de battre Luffy bêtement, même par quelqu'un de pas très fort. Comme par exemple quand Luffy s'est fait mettre KO par, voilà un bon exemple, par Apo, Scratchman Apo. Luffy s'est fait mettre KO par Scratchman Apo. Et tout le monde se demandait pourquoi, comment, etc. Mais c'est possible. Luffy là, il était le minimum level intermédiaire. Et il s'est fait mettre KO par Apo, qui est pas du tout level intermédiaire. Donc, juste pour vous dire que c'est possible de se faire allumer par quelqu'un de moins fort s'il y a les circonstances de combat. Donc, ça justifie le fait que Barbe Noire s'est fait allumer par le directeur de la prison, l'ancien directeur. Let's Roger go, et let's son go. équipage découvrent l'Aftel et la véritable histoire du siècle oublié. Joy Boy est confirmé comme étant un acteur principal de cette époque et est même possiblement à l'origine du grand trésor du One Piece. Puis Oden révèle que Wano Kuni doit être ouvert avant le retour de Joy Boy, ce qui confirme que Joy Boy n'est qu'un titre hérité à l'image de Poséidon, le nom de l'ancienne sirène, avant que Shirahoshi reçoive ses pouvoirs. Enfin, Oden déclare que cette personne attendue par le monde entier réapparaîtra dans 20 ans, 800 ans après sa disparition. Toki, quant à elle, a voyagé depuis 800 ans jusqu'à l'époque d'Oden à la recherche du jour où le monde sera renversé. Ce jour est assimilé à une personne en particulier qui défiera le monde et le changera. C'est Barbe Blanche qui en aura parlé pour la première fois sur Marineford au chapitre 576, qui est aussi le chapitre de sa mort. Un jour, avec le poids de toutes ces générations, un homme viendra défier ce monde. Vivez dans la peur de cette grande bataille qui engloutira le monde entier. Quand quelqu'un trouvera enfin ce trésor, La le guerre monde mondiale, sera les gars. surpris. Le One Piece existe. Avec le recul et J'ai des avec les frissons. chapitres qui sont Aïe, passés, aïe, faut Barbe alors Blanche légendaire. comprendre que Barbe Blanche mentionnait déjà Joy Boy à ce moment-là de l'histoire. Une légende sans doute transmise par Roger lors de leur dernière rencontre. Pour finir avec Joy Boy et ses mentions, au chapitre 1014, après avoir vaincu Luffy, Kaido se rend à l'évidence que lui aussi n'a pu devenir Joy Boy, confirmant alors que ce nom est un titre hérité. Kaido s'étonne des dires de King qui voit en lui Joy Boy et que le monde que l'empereur est en train de créer est conforme à ses attentes. Cette scène confirme que la légende de Joy Boy n'est pas propre qu'aux hommes poissons, mais elle est aussi aux Lunarians comme King et que cette tribu attend la venue de l'homme qui va changer le monde. Et enfin, durant la bataille finale, Zunesha est annoncé comme étant l'ancien camarade de Joy Boy et parvient à sentir le retour de son ami et des tambours de la libération quand Luffy éveille sa forme Nika, poussant à placer tous ses espoirs en ce jeune garçon. Ok, donc après avoir expliqué l'histoire de Nika, l'histoire de Joy Boy a elle aussi été détaillée. Désolé, ça a peut-être été un petit peu long, mais ça ne peut être qu'utile pour cette vidéo, mais aussi pour vous faire une bonne piqûre de rappel de toutes les déclarations que l'on a eues ces dernières années. J'avoue, c'est propre. D'ailleurs, Gapadel, je sais pas si t'es encore là, mais tu m'as toujours pas dit. Est-ce que tu crois en la théorie comme quoi Luffy peut perdre son fruit ou pas? J'aimerais bien savoir ton avis. Souvenez-vous, si on en est venu à refaire toute l'histoire de Joy Boy, c'était pour essayer de déterminer qui entre lui et Nika était apparu en premier et surtout s'il constituait deux entités que l'on pouvait véritablement dissocier. Voici donc ma théorie à ce sujet. Joy Boy n'était pas Nika, tout comme Luffy ne l'est pas non plus. Tous deux possédaient le fruit Moi du aussi. démon du dieu soleil sans être le véritable Nika. Goji, on est ensemble. Là, je suis content, ouais. Je pensais être le seul à penser que Joey Boy et Nika, c'était deux personnes différentes, mais au final, Goji pense que moi, je suis trop content. En vrai, pour moi, c'est ça. Parce que Joy Boy, c'est pas, pour moi, c'est pas, c'est un mec, il a eu une histoire, tu vois, avec plein de gens et tout. Alors que Nika, il est considéré comme un dieu. Et penser qu'il est 800 ans suffirait à transformer quelqu'un de normal en dieu, je sais pas, ce serait bizarre, tu vois. Alors que même Poséidon, on les appelle les armes antiques, ils viennent du côté antique, mais Nika et Joy Boy, on les dissocie, tu vois. Alors qu'on pourrait pas dire Nika, c'est un dieu, et les armes antiques, on les considère pas comme des dieux, alors qu'elles ont réellement des pouvoirs limite divins, tu vois. Donc, je sais pas. À vous de me dire. Originelle. La vérité serait celle-ci. Nika est un dieu très ancien datant de plusieurs milliers d'années qui, à travers les époques, s'est imposé comme un héros fictif. C'est ce que le databook Road to Laftel laisse également sous-entendre en disant ceci au sujet de l'une des cases emblématiques de Skypiea. Une chanson folklorique avec le même rythme que Nika. Cela pourrait-il être lié aux croyances acharnées du dieu soleil dans un passé lointain? Oui, dans un passé lointain, Nika était déjà une légende. Son histoire racontant le combat contre le mal qu'il a délivré était un conte populaire que le jeune
Joy Boy a pris en exemple tant il a aimé sa détermination, sa volonté et son récit. Comme nous l'explique Vegapunk au chapitre 1069, tout ce qui naît en ce monde a été désiré. Il nous explique que les fruits du démon sont la concrétisation d'un désir d'évolution et par conséquent que ceux qui manifestent ce désir et cette volonté se voient être récompensés par les pouvoirs de ce fruit. Ceci représente simplement mon interprétation personnelle de la genèse des fruits du démon évoquée par Vegapunk. Cependant, si cette hypothèse s'avère exacte, alors Joy Boy, aspirant à devenir comme Nika, le héros fictif qui a guidé toute sa vie, aurait créé le Zoan mythique du même nom, également connu comme le Gomu Gomu no Mi. Il aurait fini par incarner le héros libérateur, le défenseur des opprimés. Cette théorie tire ses origines du chapitre 1062. C'est ici qu'Oda met en avant pour la deuxième fois en un laps de temps très court l'existence et l'importance des livres illustrés et les mondes imaginaires à travers Jewelry Bonnie. La première fut au chapitre 1045 par Kaido lorsque ce dernier a comparé l'apparence et les pouvoirs de Luffy à un monde de bande dessinée. Et si finalement Nika était avant même qu'il soit possédé par Joy Boy il y a 800 ans, Là, je pense qu'il s'est trompé. Parce que c'est pas la première fois, hein. Il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu Norland. Il y a eu aussi les comiques, justement, les comiques du Germa de South Blue, là. Tout le monde les connaît. Donc je sais pas s'il faisait référence à ça, mais pour moi, c'était pas la première fois. entité fictive issue d'un conte. Dans l'univers de One Piece, le dieu du soleil aurait été une forme de super-héros pour les civilisations anciennes, tout comme Luffy incarnant cet équivalent aux yeux des lecteurs actuels de One Piece. Ce qui constituerait l'ironie essentielle de l'histoire, expliquant ainsi le choix d'Oda de conférer à Luffy un style propre aux bandes dessinées et aux cartoons. Pourquoi vouloir lier notre monde à celui de One Piece? Pourquoi existerait-il des BD, des comics et surtout des héros en qui les personnages pourraient-ils se projeter? Eh bien, car c'est déjà le cas. En effet, dans l'univers de One Piece, la littérature et la fiction occupent une place centrale depuis le début de l'œuvre. Bragman, un roman fictif détenu par Nami et écrit par Louis Arnott, dévoile de multiples récits fantastiques de Grand Line. Parmi eux, on découvre l'histoire étonnante de Little Garden, en apparence un petit jardin abritant en réalité deux géants se livrant un combat antique. L'épopée de Norland est l'un des plus célèbres au monde, un livre d'images relatant la vie d'un homme mort en menteur ayant pourtant bel et bien existé avec une aventure totalement réelle. Usopp, membre de l'équipage, est connu pour ses récits et a exprimé à 2 reprises son désir de créer un livre, une narration de ses propres aventures. L'Odyssée d'Usopp le Brave est supposée être une synthèse de son épopée en tant que grand guerrier des mers, et il a manifesté son intention de rendre hommage aux exploits des courageux guerriers Tontata à travers un livre d'images qu'il publiera. Notons que le terme livre d'images est exactement le même terme employé par Kaido lorsqu'il observe Luffy sous sa forme Nika. Il y a ensuite l'histoire de Sora, le guerrier des mers, qui est une bande dessinée mondialement connue mettant en scène le héros de la marine contre les démons du Garma Double Six. Ce conte a un aspect fictif si appuyé que les lecteurs du monde entier pensaient vraiment que le Garma n'était qu'une pure création. La réaction de Nami au chapitre 815 en est la preuve parfaite. Elle était persuadée que cette armée maléfique n'était qu'une invention, prouvant à quel point une chose pourtant bien réelle peut être considérée comme un mythe ou une légende fictive, seulement grâce ou à cause d'une bande dessinée. Et pour conclure, bien sûr, il y a Laftel. Dans le chapitre 967, nous avons eu un aperçu de la réaction de Roger en découvrant l'histoire laissée par Joy Boy, un récit si amusant qu'ils ont rebaptisé l'île finale qui n'a plus été visitée depuis 800 ans, le conte du rire. Le point commun entre toutes ces histoires est que malgré leur caractère fictif, elles sont bien réelles. Norland a bien trouvé la cité d'or, le Garma existe bel et bien, Little Garden est bien gardé par des géants, mais également elles sont toutes reliées à l'aventure de nos héros. Elles sont porteuses de légendes qu'ils finissent par découvrir de leurs propres yeux. C'est la raison pour laquelle Nika serait lui aussi une légende venant d'une œuvre fictive. Après avoir éveillé sa forme, Luffy a adopté des mimiques de BD plus prononcées que jamais. Les gens voient en lui une apparence tout droit sortie des livres d'images. Nika fait rire les gens car Nika vient d'une histoire drôle. Il est non seulement le dieu du soleil mais aussi le héros d'un livre qui existait autrefois. Ce livre, cette histoire, c'est ce qu'aurait découvert Roger sur la dernière île, le fameux conte laissé par Joy Boy, l'ancien Nika, qui avait comme tâche de léguer au monde l'histoire du dieu soleil. Nika existerait depuis des millénaires, bien avant que Joy Boy hérite de ses pouvoirs sous la forme d'un héros de bande dessinée libérant esclaves et apportant la joie. À la fin de cette œuvre qui nous réunit tous, nous découvrirons alors que nous avons également suivi l'épopée d'un héros diffusant la
la joie à travers un simple manga, tout comme les lecteurs du monde de One Piece. Pour conclure et résumer cette partie, le Joy Boy du passé avait autrefois une vie de malheur et de solitude, mais c'est en voyant la joie qu'apportait Nika, une entité fictive de la mythologie de son monde, qu'il s'est juré de devenir comme lui. Joy Boy serait donc le créateur du Ito Itonomi modèle Nika, ce fruit du démon si particulier permettant toutes les fantaisies de l'imagination serait né d'une volonté de libérer le monde. Car comme le disait Vegapunk, tant que les gens auront besoin de lui, jamais il ne disparaîtra. Petite pause parce que je vais juste vous donner mon avis là-dessus. Pour moi, Nika, même s'il est sorti d'un conte comme il l'a dit, ce qui pourrait être totalement possible, ça je suis entièrement d'accord, tous les contes qu'on connaît aujourd'hui sont tirés de faits réels, tu vois. Que ce soit Norland qui a existé, que ce soit l'histoire de Sora et du Germa Double Six, pareil, ça a existé. Donc Nika, c'est la même chose. Même si c'est quelqu'un, pour moi en tout cas, même si c'est quelqu'un d'une BD que tout le monde, enfin que Joy Boy l'a suivi dans une BD et que c'est un personnage, pour moi il a quand même existé dans le monde réel. C'est juste ce que je voulais dire. Et je Le continuerai Ito après. Itonomi modèle Nika, renommé en Gomu Gomu no Mi, aura également traversé les époques en échappant au gouvernement mondial pendant 800 ans. La volonté résidant dans ce fruit étant bien réelle, il n'a fait que patienter jusqu'au moment opportun de rencontrer un jeune garçon répondant au nom de Luffy pour lui conférer les pouvoirs du dieu soleil. Par contre, comment il a créé son fruit? Est-ce qu'il parle du fait de créer son fruit indépendamment de sa volonté? Genre, comme par exemple, quand tu espères quelque chose, que tu veux quelque chose, tu crois en quelque chose, comme Vegapunk a dit, et ça se réalise? Ou est-ce que c'est juste, genre, il l'a créé génétiquement ou je sais pas quoi? Génétiquement, j'y crois pas. Créer de sa volonté, ça se peut, ouais. Après, pour moi, il devait déjà exister, hein. Pour moi, Joy Boy, il a le même fruit que Luffy, hein. Euh, mais à voir, après, on est tellement loin dans l'histoire, on est tellement dans des trucs, on a tellement pas d'informations que je sais pas. Pourquoi? Car le véritable rêve de Luffy serait aussi le rêve de Joy Boy. Nous avons pu découvrir récemment que le héros de toute cette histoire cache un rêve encore bien différent que celui de devenir roi des pirates. C'est de par ce désir et cette ambition que le fruit de Nika est venu à lui tout en étant aidé par Shanks qui s'est vu attribuer la mission de sauver le Gomu Gomu no Mi du gouvernement. Alors oui, Nika reviendra éternellement, peu importe les époques, car il existera toujours un jeune garçon quelque part dans le monde qui aura le même rêve que Joy Boy, le même rêve que Luffy. Un garçon qui devra hériter de leur volonté et des pouvoirs de Nika, ayant le lourd fardeau de lever l'aube sur le monde. Ok, nous sommes désormais à la troisième et ultime partie de cette vidéo. Celle-ci sera beaucoup moins joyeuse que les autres car la finalité de ma théorie représente ce qu'on peut qualifier de véritable drame. Découvrez comment et pourquoi le fruit du démon de Nika, que l'on va sobrement nommer Gomu Gomu no Mi pour le reste de cette vidéo, disparaîtra et comment Luffy perdra ses pouvoirs. Celui qui sera à l'origine de cette fusion épique n'est nul autre que Marshall D. Teach, aussi surnommé Barbe Noire. Tout commence au chapitre 440. C'est ici, sur Banaro, que l'affrontement qui va changer la face du monde va avoir lieu. Ace contre Teach, deux anciens Nakama de l'équipage du grand Edward Newgate. Ce chapitre et le 441 ont mis en avant les pouvoirs déjà bien connus du Mera no Mi d'Ace, le Logia du feu, mais aussi et surtout celui du Yami Yami no Mi de Teach, le fruit des ténèbres. Un fruit qui est, selon ses dires, le plus puissant mais aussi le plus démoniaque de l'histoire des fruits du démon. Ce pouvoir est particulièrement important, déjà car il est possédé par l'un des antagonistes principaux de One Piece, mais surtout car Teach a dédié sa vie à le rechercher. Parmi toute la liste des fruits du démon qui existent dans le monde, parmi tous les pouvoirs accordant une puissance phénoménale, c'est le Yami Yami no Mi et aucun autre que Teach convoitait. Vous vous demandez si ce pouvoir est vraiment spécial? Eh bien la vraie question est surtout comment ne pourrait-il pas l'être? Depuis le chapitre 223 que Teach a été introduit, tout le ramène à représenter l'ennemi ultime de Luffy, son rival parfait, l'antagoniste final de One Piece. Il a vaincu Ace, précipitant sa mort et celle de Barbe Blanche, à qui il aura par ailleurs récupéré le Gura Gura no Mi, paramécia considéré comme le plus puissant de tous. Il se distingue en étant le seul et unique à avoir consommé deux fruits du démon, imposant une différence significative avec tous les autres antagonistes existants dans One Piece. Il progresse constamment, devenant de plus en plus terrible et ambitieux à chaque arc. Et puis, il représente les ténèbres. Il est le mal et la nuit, quand Luffy est désormais le bien et le soleil. La première fois que Luffy et Teach se sont véritablement fait face en tant qu'ennemis, en tant qu'adversaires, à Impel Down, cette représentation fut totalement scellée, à mon sens. Quand Luffy tentait à tout prix de s'échapper de cet enfer et se diriger vers le soleil, Teach, lui, s'enfonçait plus profondément que jamais dans les abysses infernales pour y trouver de nouveaux compagnons. J'ai parfaitement conscience qu'Imu est désormais une véritable menace qui a toutes les qualités pour devenir l'ennemi principal de l'histoire jusqu'à la fin. Malgré ça, je ne peux me décrocher de la puissante symbolique et des liens si particuliers
unissant Luffy et Teach et leurs fruits du démon respectifs. Si le Gomu Gomu no Mi est un fruit du démon vraiment spécial, cachant un secret résonnant avec l'histoire antique de One Piece, faisant de son utilisateur l'avatar du dieu soleil, le Yami Yami no Mi, qui symbolise son parfait opposé, ne peut être ignoré. Sa véritable nature est-elle également cachée et dissimulée au lecteur? Après la révélation du Gomu Gomu no Mi étant finalement un Zoan mythique, la question peut légitimement se poser. Le Yami Yami no Mi serait-il lui aussi un Zoan caché ou bien alors un fruit du démon unique d'une catégorie qui n'existe pas encore? Rappelons que le fruit des ténèbres à son introduction avait déjà un caractère exceptionnel. C'est un Logia, mais contrairement à tous les autres Logia, il n'est pas intangible. Au contraire, il rend Teach encore plus sensible à toute forme d'attaque et de blessure, ce qui est absolument unique. Toujours pour le comparer aux autres Logia, contrairement aux fruits du démon de cette catégorie, les ténèbres ne représentent à proprement parler ni un élément, ni une énergie, mais plutôt un concept. C'est une manière totalement abstraite que l'on peut ni réellement voir, ni toucher, qui n'a aucun véritable rôle dans notre monde, si ce n'est dans la mythologie avec par exemple Ereb, divinité primordiale grecque personnifiant les ténèbres. Finalement, c'est Barbe Noire lui-même qui en parle le mieux. Comme il le dit à Ace en révélant son fruit du démon pour la première fois, ce pouvoir l'a choisi. Il a fait de lui l'être le plus puissant du monde et ce pouvoir est différent de ceux des Logia. Ces trois déclarations Aïe, 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 je kiffe. À chaque fois que je vois une information, ça me conforte dans mes théories. Je vous avais dit, il y a beaucoup de personnes qui pensent que Shanks est plus fort que Barbe Noire. Et je sais que c'est grave cohérent et grave logique. Et grave facile de penser ça. C'est facile de penser ça. Donc, est-ce que Oda, il aime la facilité? Non, il n'aime pas la facilité. Et en plus, il nous a donné des indices. Il a dit, la seule personne qui m'a donné ma cicatrice à l'œil, c'est Barbe Noire, et en plus j'ai pas baissé ma garde, c'est la seule cicatrice qui me fait encore mal. Déjà, ça c'est un petit indice. Ensuite, il l'a dit clairement, il l'a dit, on dirait pas, mais Teach est extrêmement fort, il s'est toujours caché derrière les autres pour pas dévoiler ses ambitions, etc. Il est très malin, mais il est aussi extrêmement fort, il l'a dit mot pour mot. Et là, quand on voit que même Teach lui-même dit que son fruit l'a choisi, par contre, ça c'est bizarre. En plus, il y a des théories. On parlera de ça juste après, mais quand Teach dit qu'il est l'homme le plus puissant du monde, moi je le crois. À l'aise. Pour moi, c'est l'homme le plus puissant du monde. Hein. Pour moi, il a toujours été plus fort que Shanks tout le long de l'histoire. Juste, on en avait pas, enfin, il en avait pas l'air, tu vois, on n'en était pas sûr, tu vois. Comme par exemple quand il a perdu contre le mec au poison là, j'oublie tout le temps son nom de toute façon. Lui, je l'ai jamais son blast. Je sais pas, il y a Hannibal, je me rappelle, Hannibal ou Hannibal, là. C'est le vice-commandant qui est devenu directeur. Enfin, c'était vice-directeur qui est devenu directeur aujourd'hui. Et l'ancien directeur de la prison, je me rappelle plus, j'ai pas son blaze. Et vous me direz dans les coms sur YouTube les refs. Et du coup, quand on voit ça, on se dit ouais, Barbe Noire, elle est pas si fort que ça. Mais tout le temps, je vous dis, un mec très fort peut perdre facilement, comme Luffy qui se fait capturer facilement, je sais pas, chez Big Mom, parce que, ou je sais pas, n'importe où, comme par exemple quand on prend un truc, et j'ai fait avec mes mains. J'ai pas fait exprès, mais ça l'a fait avec mes mains. Et du coup, même avec Big Mom, genre, ils mettaient de la viande avec une canne à pêche et ils apprivoisaient le fait. Tu vois, il y a plein de techniques pour essayer de l'appréhender. Et pour moi, c'est possible de battre Luffy bêtement, même par quelqu'un de pas très fort. Comme par exemple, quand Luffy s'est fait mettre KO par... voilà un bon exemple. Par Apo, Scratchman Apo. Luffy s'est fait mettre KO par Scratchman Apo. Et tout le monde se demandait pourquoi, comment, etc. Mais c'est possible. Luffy là, il était le minimum level intermédiaire. Et il s'est fait mettre KO par Apo, qui n'est pas du tout level intermédiaire. Donc, juste pour vous dire que c'est possible de se faire allumer par quelqu'un de moins fort s'il y a les circonstances de combat. Donc, ça justifie le fait que Barbe Noire s'est fait allumer par le directeur de la prison, l'ancien directeur. Mais, pour encore appuyer ma théorie, c'est que le directeur lui-même, il l'a dit. Si vous re-regardez cet épisode, il n'a pas juste attaqué vite fait. Enfin, au contraire, même tout l'équipage commençait à discuter, blablabla, ils allaient commencer à se fighter. Et lui, il a dit, vas-y, j'ai même pas le temps avec vous, bam, et je vous envoie, tu vois. Et du coup, il les a pris par surprise. Il s'attendait pas à ce qu'ils fassent une attaque directe, tu vois. Et du coup, ils se sont tous fait empoisonner. Et après, le contraire, il s'est passé exactement la même chose. C'est que Barbe Noire, à la fin, il a réaffronté le directeur, qu'on n'a pas vu, on n'a pas vu l'affrontement. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé ?
le directeur, il s'est fait allumer, cicatrice à l'œil, et il s'est fait mettre KO. Donc tout ça pour vous dire que c'est possible de perdre face à quelqu'un de moins fort que soi si on ne fait pas attention et qu'on se fait surprendre. Ça a été déjà montré plein de fois, je vous l'ai prouvé par rapport à Apo, et il y a beaucoup d'autres fois où ça a été le cas, effectivement. Donc tout ça pour vous dire que c'est grandement possible. Comme par exemple Zoro qui s'est fait allumer par Mr. Sui, alors que frère Zoro, jamais tu peux le battre à la loyale, tu vois. Il y en a plein d'autres comme ça. Donc voilà, vous avez capté où je voulais en venir. Barbe Noire, légendaire, homme le plus fort du manga. Je dirais pas depuis toujours, mais depuis Marineford, je pense qu'il est passé homme le plus fort du manga. Et il est devenu... Non, bah non. Même avant, je crois qu'il y a moyen qu'il était grave fort, hein. Il y a moyen qu'il était grave fort avant. Et même si Shanks cherche à le combattre, ça veut pas dire qu'il est plus puissant que lui. C'est juste que Shanks essaye de l'arrêter parce que personne ne peut l'arrêter à part lui. Je pense qu'il voit comme ça, Shanks. Donc let's go, on continue. Totalement 1 être heure et quelques de assimilé à live un là. Zoan mythique. Let's go. Quand il dit que ce pouvoir l'a choisi, c'est un écho parfait aux paroles du Gorosei au chapitre 1044, révélant que les Zoan ont une volonté propre et que c'est cette volonté qui a... Oui, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, je vais pas en parler plus parce que sinon je vais trop parler. Mais c'est vrai qu'il y a une théorie qui dit que Barbe Noire a un Logia, enfin, pas un Logia, mais plutôt un Zoan mythique. Et ça donnerait sens à tout ce qu'on a comme information à Wano et à Ed maintenant. Ça donnerait énormément de sens qu'il est plutôt un Zoan mythique et qu'il le cache, qu'il le déguise en Logia. Donc, est-ce que c'est possible? Oui, non, j'en sais rien. Mais c'est grave possible. Je le mettrais vraiment. Pour moi, les deux théories possibles, c'est que c'est un Logia et qui va manger un Zoan mythique, ou que c'est déjà un Zoan mythique. Pour moi, c'est les deux possibilités, il n'y en a pas d'autres. permis au Gomu Gomu no Mi de leur échapper pendant si longtemps. Cette volonté aurait conduit le Yami Yami no Mi à Teach. Pas seulement, ce fruit du démon fait de lui l'être le plus puissant du monde, et les Zoan mythiques sont les fruits du démon les plus rares, toutes catégories confondues, offrant des capacités bien plus exceptionnelles que tous les autres. Si un fruit du démon aussi démoniaque et puissant doit exister, se hissant au sommet de leur hiérarchie, alors il devrait faire partie de cette catégorie, c'est spécial et unique. La dernière déclaration ne fait que confirmer tous ces éléments, puisque Teach lui-même avoue que ce pouvoir est différent de tous les autres Logia, ce qui serait bien le cas, car le Yami Yami no Mi est potentiellement un Zoan ou plus encore. Enfin, et comme je le disais plus tôt, ce pouvoir est considéré comme le plus puissant et démoniaque de toute l'histoire des fruits du démon. Je vous laisse deviner que pour avoir ce titre, cette réputation, c'est qu'il doit se distinguer. Il le fait déjà certes, mais maintenant il doit se distinguer du pouvoir de son ennemi, celui de Luffy, le nouveau dieu du soleil. Le fruit des ténèbres a aussi une petite particularité que je n'ai pas mentionnée, qui sera pourtant primordiale pour la suite de cette vidéo. En effet, toujours dans le chapitre 441, qui est comme vous l'aurez remarqué absolument phénoménal en termes de révélation, Teach montre l'étendue de ses nouvelles capacités en parvenant par exemple à annuler les pouvoirs ardents d'Ace. De ces mots, la gravité des ténèbres peut attirer la substance même des pouvoirs des fruits du démon. Encore de ses propres mots, mes ténèbres sont capables de drainer les pouvoirs des possesseurs de fruits du démon. Tel le granit marin au contact des ténèbres de Barbe Noire, les utilisateurs de ces pouvoirs démoniaques perdent leur capacité et redeviennent de simples humains. Vous l'aurez alors compris, le Yami Yami no Mi est tellement haut dans la hiérarchie des fruits du démon qu'il parvient à littéralement les annuler, les nullifier. J'espère être parvenu à davantage vous faire réaliser les prouesses que permet ce fruit. J'ai sans doute également réussi à vous faire deviner que c'est grâce à lui, c'est grâce à ce pouvoir, que Teach est parvenu à extraire le Gura Gura no Mi de Barbe Blanche. L'entendre dire « mes ténèbres sont capables de drainer les pouvoirs des possesseurs de fruits du démon » est sûrement un argument. Ouais, d'ailleurs, je vous l'ai dit, il y a deux possibilités. On en a parlé en début de live. C'est soit il l'a drainé grâce à son fruit, soit il a mangé le cœur de Barbe Blanche, mais c'est un peu le moins probable pour moi parce que tout le monde pourrait le faire, tu vois. C'est-à-dire que par exemple, demain, t'as un gars lambda, t'as un bon acquis, tu bats un mec, tu peux boire son sang ou manger son cœur et tu auras le fruit. Et pour moi, le fait que Barbe Noire puisse faire ça, ça doit être attribué qu'à lui, parce que si tout le monde peut le faire, ce serait un peu dommage. C'est la seule raison. Et en plus de ça, les paroles elles-mêmes de Barbe Noire, pour moi, confirment ma thèse. Mais par contre, le fait qu'il puisse manger son cœur, ou même qu'il puisse poser un fruit à côté, et que le fruit, à la mort du gars, le fruit, enfin plutôt le fruit du démon se réfugie dans le fruit, enfin vous avez capté quoi. Le démon se réfugie dans le fruit le plus proche et il mange le fruit. Donc il y a ces trois théories, mais pour moi, c'est le plus logique, c'est que ce soit son fruit.